Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, puisque à la fin de l'année dernière, je vous avais demandé de me recommander des livres que vous aviez aimés et que je devais absolument lire. Ça s'est passé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Et du coup, j'ai sélectionné parmi cette liste de livres, j'ai fait un sondage et j'ai pris les 5 livres qui revenaient le plus souvent et les 5 livres pour lesquels les gens avaient le plus voté. Et du coup, j'ai eu ma petite liste et je me suis dit que j'allais les lire en ce début d'année 2022 pour vous donner mon avis sur ces livres qui pour la plupart sont très populaires. Donc c'est parti. On va commencer tout de suite et donc le premier livre que j'ai lu c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est un livre qui est très hypé, donc j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner. Là celui que je vous présente c'est la couverture en VO, mais il a également été traduit donc vous pouvez le trouver en français sans problème. Pour le résumer, c'est l'histoire d'Evelyn Hugo, une star internationale du cinéma qui est quasiment connue dans le monde entier, qui à l'aube de ses 80 ans accepte d'accorder une interview à une journaliste qui est absolument pas connue en disant qu'elle acceptera de lui livrer tous ses secrets, le bien et le moins bien à elle et à elle seule. Du coup, cette femme qui s'appelle Monique accepte et donc elle va conduire une interview qui est extrêmement demandée puisque Evelyn est un personnage, une personnalité publique qui est très connue, et donc nous livrer les secrets de cette femme qui a été mariée 7 fois. Alors je vous avoue qu'au début du livre j'étais un petit peu sceptique parce qu'on commence avec le personnage de Monique qui clairement n'est pas très intéressant, donc j'en avais un petit peu rien à cirer. J'avais vraiment peur parce que je me suis dit purée, j'espère que c'est pas ce que je crois parce que sinon je vais vraiment détester, et pourtant j'étais bien partie pour accorder une chance à ce livre. Mais très rapidement on plonge dans la vie de Evelyn via en fait des flashbacks qui sont racontés par Evelyn, donc on est vraiment plongé dans le point de vue d'Evelyn, et donc on a cette partie, chaque partie dévolue à un mari différent. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le personnage d'Evelyn, c'est que très jeune en fait, elle sait tout de suite ce qu'elle veut, elle sait qu'elle veut devenir riche, elle sait qu'elle veut devenir connue, elle sait qu'elle a des atouts et elle va jouer de ses atouts, de sa beauté parce qu'elle est très belle, c'est une très belle femme, pour arriver à ses fins. Clairement elle a pas de scrupules, elle va manipuler les gens qu'il faut manipuler en les laissant croire en fait que c'est eux qui ont le pouvoir, notamment les hommes, et que c'est eux qui la manipulent alors que c'est pas du tout le cas et que c'est elle qui a toutes les cartes en main. Le personnage d'Evelyn c'est vraiment un personnage fort qui est très marquant, enfin pour moi qui m'a beaucoup marqué, qui est très complexe, qui a été aussi une figure d'émancipation pour les femmes puisque elle commence sa carrière il me semble au milieu des années 50. Et en fait ce qui est hyper intéressant avec le livre c'est que même si moi je suis pas très cinéma ni vie des célébrités et tout, je pense que pour créer son personnage Taylor Jenkins Reid c'est clairement inspiré de la vie de Marilyn Monroe, enfin même physiquement elle lui ressemble et tout, et moi de base c'est pas trop mon style, mais en fait quand elle racontait son histoire on est tellement plongé à travers les époques, à travers les décennies, l'évolution de la société et tout, et ça en profitait pour dénoncer tout ce qui était problématique dans la société, donc le féminisme, le sexisme, le racisme, le début du féminisme, l'émancipation de la femme, etc., la libération du corps, mais aussi le fait que Evelyn en fait pour pouvoir être connue elle a dû rentrer dans des standards qui clairement étaient des standards de beauté occidentaux. Elle a dû changer de nom parce que de base c'est un personnage qui elle est cubaine il me semble, donc elle a dû changer de nom de famille, elle a dû se teindre les cheveux pour pas qu'on sache qu'elle n'était pas vraiment blonde ni qu'elle n'était pas d'origine américaine. Certes on parle beaucoup de cinéma parce qu'Evelyn c'est une star de cinéma, mais en fait ce qui est vraiment au cœur de ce roman c'est les relations qu'Evelyn va avoir avec les autres personnages du roman et toutes les personnes qui ont marqué sa vie. Il y a 2 relations en particulier qui m'ont vraiment beaucoup touchée et qui m'ont particulièrement marquée. Je ne peux pas vous en parler plus parce que sinon je risque de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais vraiment sa relation avec Harry elle était juste géniale, si pure, si sincère, j'ai absolument adoré. Et en ce qui concerne la deuxième relation j'ai trouvé qu'elle était remarquablement bien faite par rapport tout simplement au contexte, à la date à laquelle se passaient ces événements. J'ai trouvé ça super bien mené de A à Z. Et vraiment ce qui m'a plu dans ce livre c'est le fait qu'on suit une femme qui essaye d'avoir sa place, d'obtenir sa place dans une société qui n'est pas décidée à lui laisser sa place parce que c'est une femme et que c'est une société qui est très sexiste. Et franchement c'était une très bonne lecture, j'ai été très agréablement surprise. Le format est très original puisque comme je l'ai dit on suit une interview, c'est pas vraiment le nom du personnage plus la réplique etc, mais c'est vraiment de la narration, mais
on suit une interview, donc pour le coup j'ai beaucoup aimé ça, et aussi le fait que dans le livre chaque partie soit entrecoupée de passages de magazines, donc de tabloïds qui vont commenter sur la vie d'Evelyn, alors que nous, étant donné qu'on a Evelyn qui nous raconte en détail ce qui se passe, on sait vraiment ce qui se passe, et après on voit aussi de l'autre côté ce que les magazines vont dire sur elle, ce que les gens vont dire sur elle, ce que les tabloïds vont dire sur elle et tout, sur cette femme qui se remarie plein de fois, parce que bien évidemment étant donné que c'est une femme, on va pas attendre la même chose d'elle et tout, donc c'était vraiment super. Mais vraiment le point noir pour moi dans ce livre, c'était le personnage de Monique, qui est la journaliste qui conduit l'interview. On la suit dans sa vie de tous les jours et c'est pas très intéressant, et en fait le truc c'est que elle revient plusieurs fois chez Evelyn pour pouvoir conduire l'interview, sauf que quand elle repart chez elle, on a des brins de sa vie de tous les jours et c'est pas du tout intéressant, enfin moi ça m'a pas du tout transporté et ça coupait vraiment la narration, donc j'avais qu'une envie, c'est que les passages sur Monique passent le plus vite possible pour qu'on puisse revenir au cœur de l'histoire, qui est l'histoire d'Evelyn. Et le deuxième point négatif pour moi, ça a été la fin, que j'ai trouvé un peu what the fuck, avec un plot twist qui clairement aurait pu être mené d'une autre manière, aurait pu ne pas être là. Enfin la fin j'ai vraiment pas adhéré, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient en mode oh waouh, j'avais pas du tout vu ça venir et tout, mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarrement fait, je sais qu'il y a des gens qui partagent mon avis, d'autres non, mais voilà, je pose ça là. Et la dernière chose que je voulais dire sur ce livre, c'est que la représentation là-dedans n'est pas très bonne, puisque le personnage de Evelyn, donc comme j'ai dit c'est censé être une femme d'origine cubaine, et j'ai vu pas mal de personnes justement de la communauté latine qui disaient que la représentation était vraiment très bancale, et c'est vrai qu'en regardant de plus près, c'est pas foufou comme représentation. Sa mère qui était une prostituée, son père qui était un alcoolique, on a déjà vu mieux, donc je tenais juste à mettre ce petit disclaimer. Mais sinon ça a été une très bonne lecture, et du coup pour cette vidéo je vais faire une exception et je vais donner des notes. Et pour les 4 maris d'Evelyn, les 7 maris pardon d'Evelyn Hugo, je vais donner la note de 4 étoiles, ce qui est plutôt une bonne note pour le coup, je trouve. Voilà, c'est clairement le roman qui m'a lancé dans la lecture des autres romans de Taylor Jenkins Reid, donc ouais, il était plutôt pas mal. Puis le deuxième livre que j'ai lu, c'était Red Rising de Pierce Brown, qui était clairement la lecture qui me faisait le plus envie, parce qu'il était déjà dans ma palle, que j'en avais entendu énormément de bien, que j'avais vu beaucoup d'avis positifs là-dessus, que c'est un genre de science-fiction dystopie, young adult / adulte, donc je me suis dit bon c'est parfait, c'est clairement pour moi. Pour le résumer, c'est l'histoire de Darrow, qui est un rouge, donc la classe sociale la plus basse sur Mars, et qui vit constamment dans l'oppression de la classe la plus haute, qui sont les ors. Et en fait malgré cela il réussit à trouver un équilibre et à avoir une vie à peu près heureuse, je mets des gros guillemets parce qu'il est un petit peu quasiment réduit au rang d'esclave, mais bon voilà, des guillemets, il réussit quand même à trouver un équilibre. Sauf que tout cela vole en éclat du jour au lendemain lorsque les ors vont lui prendre sa raison de vivre, et du coup Darrow va être mêlé à un complot qui le dépasse un petit peu, mais dans le but de renverser les ors en fait, et de supprimer ce système de caste sociale. Et donc pour ça il va subir une transformation pour devenir ce qu'il déteste le plus, donc un or, pour pouvoir renverser ce système de l'intérieur, ce qui va être très difficile dans un système où la devise c'est dominer ou être dominé. Malheureusement Red Rising ça l'a pas du tout fait avec moi, genre je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Et en soi ce livre a quand même pas mal de points positifs, il se lit super vite, clairement la première partie je l'ai lu très rapidement, il y a pas mal d'actions, donc rebondissements etc, donc t'avances pas mal vite dans l'histoire, le world building est très riche, mais alors j'ai trouvé qu'il était très mal géré, parce qu'en fait on te balance des termes comme ça, tu sais absolument pas ce que ça veut dire, il n'y a pas particulièrement de contexte, et donc tu dois un peu deviner, donc par rapport à ça j'ai pas trop compris, vraiment il y avait des mots qui étaient balancés comme ça et t'étais censé deviner ce que ça voulait dire alors que t'avais pas trop de moyens de deviner, alors que pourtant le world building, je lis quand même des high fantasy, donc pour la plupart du temps je suis quand même assez à l'aise avec les world building compliqués, mais alors là j'ai rien compris du tout. J'ai réussi à m'attacher à aucun personnage, je ne trouvais aucun personnage intéressant, clairement j'avais pas spécialement envie de suivre leurs histoires. C'est un livre en plus qui est dominé majoritairement par des personnages masculins, j'ai de plus en plus de mal avec les livres où il y a que des hommes, moi il me faut mon petit personnage féminin badass, sans pour autant que ce soit une exception, la meuf qui n'est pas comme les autres, parce que sinon ça risque de me saouler, et là c'était pas le cas. Le personnage de Darrow qui est le personnage principal, j'ai beaucoup de mal avec lui, en fait j'avais l'impression qu'il était un peu aseptisé, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on lui dit, il fait des actions les unes après les autres sans ressentir de sentiments, je sais pas si c'était le but,
dans la narration et dans l'histoire, de montrer que c'était un peu devenu un robot. Mais alors moi j'ai détesté, j'ai pas du tout adhéré à ça. En plus son personnage pour le coup c'était vraiment le héros typique dans toute sa splendeur. Si ça avait été une femme, ça aurait été une Marissou, parce que le mec est juste parfait. Il est super fort, il est super intelligent, il dépasse tout le monde, alors que lui ça fait que 3 mois qu'il s'entraîne, les autres ils s'entraînent depuis toute leur vie, mais pourtant c'est quand même lui qui est trop badass et qui dépasse tout le monde et qui est hyper intelligent et tout. Enfin, il est juste parfait en fait, ce qui était un peu trop pour moi, clairement. J'ai trouvé que c'était trop. Ensuite, le peu de personnages féminins qui apparaissent dans ce livre finissent soit mortes, soit violées, ce qui m'a quand même assez choquée. En fait, j'étais assez choquée par le niveau de violence sexuelle dans ces livres, pas parce que j'ai pas l'habitude ou autre, mais parce que c'est censé être une société qui est évoluée, où les hommes et les femmes sont totalement à égalité et tout, il n'y a pas de sexisme ou autre. Et du coup, je sais pas, j'ai pas trop compris. Après, je sais que par la suite, il y a des personnages féminins qui prennent plus d'importance et tout. Mais ouais, j'ai pas trop kiffé l'ambiance du coup dans ce premier tome. Ce livre est très clairement inspiré de l'Empire romain. Il y a des références à l'Empire romain. Même dans le livre, ils le disent, oui, les Romains, ceci, cela, c'était la plus grande civilisation du monde. Alors le fait que ce soit tous des espèces de dieux grecs slash romains qui font 2 m 40 et qui sont tous blonds, ça m'a donné un peu une vibe jeunesse hitlérienne. J'étais pas forcément à l'aise avec ça, j'ai pas trop kiffé pour le coup. Et clairement, je me suis ennuyée à partir de peut-être 40% du livre, quand il y a une espèce d'arène qui prend place dans la forêt. Ils doivent un peu dominer ou être dominés. J'ai pas du tout kiffé cette ambiance. Il y a beaucoup de gens qui disaient ah mais ça me fait trop penser à Hunger Games. Oui effectivement je comprends les similitudes, mais moi j'ai pas aimé du tout. Genre vraiment pas. J'ai lu la fin en diagonale parce que j'avais juste envie de le terminer. Donc en conclusion, malheureusement Red Rising ça l'a pas du tout fait pour moi, j'ai pas adhéré. Pourtant c'est pas du tout un mauvais livre, hein. Il y a plein de bons éléments et je comprends totalement pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont kiffé ce livre, mais pour moi ça a pas du tout été à la hauteur de la hype et clairement je pense que je ne fais pas partie du public cible. Donc verdict, quelle note je lui mets? Je lui mets 2 étoiles 75, ce qui est plus que la moyenne tout de même. Mais voilà, c'est ma note finale pour Red Rising. Puis le troisième livre que j'ai lu, je vous en ai déjà parlé, mais du coup je l'ai lu pendant le challenge, et il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, qui est un livre qui est très aimé, notamment par mes copines. Eline par exemple l'avait absolument adoré, elle me l'avait recommandé, mais avec quelques réticences, puisqu'elle m'avait dit c'est vrai que l'atmosphère elle est un peu onirique et tout, il se passe pas énormément de choses, donc je sais pas si tu vas aimer. Et c'est vrai que moi les choses quand c'est pas trop terre à terre, que c'est trop dans l'abstrait et que c'est trop onirique, j'aime pas. Donc pour le coup j'y suis allée en ne m'attendant pas à grand chose, mais je n'ai pas été déçue. Pour le résumer, on suit l'histoire de Laszlo Strange qui à 5 ans va intégrer la grande bibliothèque de Zosma. Et Laszlo c'est un garçon qui est assez étrange, qui rêve beaucoup, qui s'intéresse à des sujets qui font rire tous les autres érudits de la bibliothèque, parce que ce sont des sujets un peu fantasques et c'est pour ça qu'on l'a appelé Laszlo Lestrange. Il rêve en particulier d'une ville, d'une civilisation au cœur du désert qui a été oubliée depuis énormément d'années, mais lui il s'y intéresse énormément, et un jour son rêve va être réalisé lorsqu'une délégation va arriver en ville dans le but de recruter des scientifiques éminents pour les ramener avec eux pour élucider un mystère. Et c'est là que l'aventure va commencer pour Laszlo, qui en a rêvé clairement toute sa vie. Et là, à partir du moment où il part, il va commencer à rêver d'une étrange femme à la peau bleue qui est une déesse qui normalement a été assassinée des années auparavant. Franchement, ce livre était d'une beauté. On m'avait parlé de la plume de Laini Taylor, mais là j'ai pu l'expérimenter, et ce qui est drôle c'est qu'elle est aussi belle en anglais quand je l'ai écoutée en audio qu'en français quand je reprenais le livre en papier. Il y a une telle poésie à chacun de ses mots. En fait j'ai l'impression qu'elle choisit chacune de ses phrases avec attention, avec un détail et une précision. Enfin c'est d'une fluidité, c'est juste trop beau de lire du Laini Taylor, ou du moins de lire Le Faiseur de rêves, puisque c'est le seul livre d'elle que j'ai lu, mais j'ai entendu aussi beaucoup de bien de son autre saga. Donc rien que pour ça, la note ne peut être que positive. Clairement la plume va parfaitement avec l'histoire, qui certes est un peu onirique, il n'y a pas énormément d'action et de choses qui se passent, mais on tombe pas non plus dans l'abstrait, puisque ça reste quand même pas mal ancré dans des faits réels, notamment sur la première partie. En fait il n'y a pas trop de doute vers là où l'autrice veut nous emmener, parce qu'il n'y a pas
d'intrigue à proprement parler, donc il n'y a pas 10 000 actions, ni rebondissements, ni quoi, mais en soi, moi ça m'a absolument pas dérangé pour le coup dans ce livre-là, qui n'est pas particulièrement de plot. Ça reste une très belle histoire à lire, avec des personnages qui sont quand même très intéressants, notamment le personnage de Laszlo qui est juste adorable et hyper attachant. Mon seul point noir, je pense, pour ce livre, ça restera la romance, que j'ai trouvé un peu trop insta-lovey, et le rythme sur la deuxième partie, parce que autant la première partie le rythme était juste génial, j'étais à fond dedans, autant la deuxième partie ça devenait un peu plus plat, un peu plus laborieux, ça prenait un peu de temps, surtout que c'est un livre qui fait quasiment 700 pages il me semble, donc voilà, c'était un peu plus lent sur la fin, mais c'est quand même resté une très très bonne lecture, même si je n'ai pas pleuré à la fin, parce que je savais déjà où ça allait nous mener en fait à la fin. Il y a énormément de gens qui ont été pris au dépourvu, qui s'y attendaient pas du tout, et du coup bah ça les a bouleversés, mais moi je l'avais quand même vu venir, donc il n'y a pas eu de larmes, mais c'est vrai que la fin était quand même pas mal émouvante. Donc clairement, pour toutes les personnes qui me l'ont recommandé, merci beaucoup, ce livre était une expérience. J'ai le tome 2 qui est dans ma bibliothèque et qui m'attend, j'ai hâte de le lire, j'ai un petit peu peur parce que on m'a dit qu'il était pas vraiment à la hauteur du premier tome, mais j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, donc je ne sais pas encore quand je vais le lire, mais bientôt en tout cas j'espère. Mais du coup pour le faiseur de rêve, je lui donne la note finale de... je sais pas encore, j'hésite entre 3,75 et 4 étoiles, mais ça reste quand même une très très bonne note. Ensuite j'ai lu le premier tome des Chroniques Lunaires, qui est une saga qui est très très populaire sur Bookstagram. De base j'étais pas super emballée parce que j'avais pas particulièrement envie de lire de retelling de contes en version YA, mais finalement bah je me suis dit pourquoi pas, parce que je le voyais passer partout, et notamment ma copine Sarah adore cette saga et on a des goûts très très similaires, donc je me suis dit bon go, je vais quand même lire le premier tome, et pour le coup pour cette revue ça va être assez rapide. En ce qui concerne le résumé, on va suivre l'histoire de Cider qui vit à New Beijing, qui est une ville peuplée autant d'androïdes que d'humains qui vivent en harmonie. Sauf qu'un jour, il y a une maladie contagieuse qui va se répandre à travers les rues et qui va menacer de mort une bonne partie de la population. En attendant, Cinder, on va dire, voilà. C'est une jeune femme qui est mécanicienne, qui travaille dans un garage et qui un jour va rencontrer le prince, ce qui va un petit peu bouleverser sa vie comme vous pouvez l'imaginer. Et en attendant, on a également une menace qui plane de la part du peuple lunaire, qui attend de voir comment est-ce que le monde sur Terre sera déstabilisé pour pouvoir les envahir. Et vous vous en doutez, Cinder, c'est une jeune femme qui ne connaît pas vraiment ses origines et qui est peut-être la clé au cœur de tout cela. Alors déjà, j'étais hyper surprise d'à quel point ce livre se lit vite. Je l'ai écouté principalement en audio et franchement, ça allait très très vite. On est sur une intrigue de YA classique avec un personnage qui connaît pas ses racines, une romance interdite, le personnage principal qui est un peu au cœur... de l'intrigue pour sauver la planète, etc. Les éléments fonctionnent quand même plutôt bien ensemble, le rythme était top. Donc franchement, un bon début de saga, c'est pas du tout un livre qui m'a captivé ou qui m'a marqué, mais ça reste quand même un bon livre. Je pense lire la suite parce qu'on m'a dit que la suite était encore meilleure, donc je me dis pourquoi pas laisser une chance au reste de cette saga, mais ça restait quand même relativement une bonne lecture, donc pour Cinder, je lui mets 3 étoiles. Et enfin, pour terminer, j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais je vais vous parler de La Faucheuse de Neal Shusterman, qui était un livre qui me faisait beaucoup de l'œil parce que je le voyais passer notamment sur Booksta. Et je sais pas, j'étais un petit peu réticente parce que je voyais passer des bons avis, mais j'avais quand même un petit peu peur, enfin j'étais assez frileuse, et spoiler alert, j'ai absolument adoré de A à Z. J'ai lu la trilogie en moins d'une semaine et demie, cette trilogie a été un coup de cœur intergalactique qui clairement va rentrer dans mes livres favoris. Dans La Faucheuse, on est dans un univers plutôt utopique puisque la mort n'existe plus. Les humains ont réussi à conquérir la mort de manière à ce qu'ils soient immortels, et en fait lorsque leur corps commence à devenir un peu trop vieux, ils ont simplement à aller dans un centre de rajeunissement pour se rajeunir en fait, de manière à vivre pour toujours tout simplement. Donc la mort n'existe plus, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de guerre. Et le niveau de technologie
a permis de faire des choses assez extraordinaires. Il n'y a plus de gouvernement puisque le monde est régi par une intelligence artificielle qu'on appelle le Thunderhead, qui est une intelligence artificielle qui ne veut que le bien de l'humanité, qui est au service de l'humanité et qui régit absolument tout en fait. Et donc dans ce monde idéal, le seul problème, puisque la mort n'existe plus, c'est la surpopulation. Et pour résoudre ce problème de surpopulation, il y a une catégorie de la population qu'on appelle les faucheurs. Et donc les faucheurs, ce sont une communauté un petit peu à part de la société, puisque ce sont une élite qui a pour but de glaner, c'est-à-dire de tuer des gens de manière définitive, qui sont régis par un code de conduite, un espèce de code d'honneur, de manière à tuer, mais d'une certaine manière, parce qu'il faut quand même qu'il y ait certaines règles. Et ils sont bien évidemment intouchables puisqu'ils sont nécessaires à la société. Et donc l'histoire va commencer lorsque deux adolescents, Citra et Rowan, vont être sélectionnés par l'honorable maître faucheur Faraday pour entrer à son service en tant qu'apprenti faucheur. Au début, bien évidemment, ils sont dégoûtés parce qu'être faucheur, ce n'est pas un métier auquel on aspire puisqu'il faut tuer des gens, donc ça les dégoûte vraiment. Sauf que fur et à mesure, ils vont apprendre le code de conduite des faucheurs, l'art de donner la mort, etc. Et le truc, c'est que à l'issue de leur apprentissage, il n'y aura qu'un seul d'entre eux qui pourra recevoir la bague de faucheur, un seul d'entre eux qui pourra devenir faucheur. Et le premier acte de celui qui deviendra faucheur, ce sera de glaner l'autre. Quand j'ai commencé le premier tome de La Faucheuse, j'ai été agréablement surprise de constater à quel point, premièrement, j'étais à fond dedans et à quel point ce livre se lisait vite. Genre vraiment, il se lit à une vitesse éclair. Les chapitres sont courts, c'est hyper prenant, il y a beaucoup d'action, donc t'es à fond dedans. Et en plus, le format est super cool puisque chaque chapitre est entrecoupé d'un extrait du journal d'un grand faucheur, ce qui est hyper intéressant parce que ce sont des personnes qui ont vécu très très longtemps et qui donnent un peu leurs pensées et leur insight sur la communauté de faucheurs et sur le métier de faucheur. Chaque détail est pensé et maîtrisé. Neal Shusterman, c'est absolument un génie. Non seulement il écrit bien, mais en plus il est parti dans des choses que j'aurais même pas imaginé, possibles, qui sont juste hyper logiques et hyper pertinentes, et tout est maîtrisé en fait du début à la fin. C'est juste génial. Et moi j'ai un faible pour les histoires qui vont parler de nature humaine, de corruption, de vice chez les humains, etc. Donc bien évidemment j'ai été séduite, puisque globalement je pense qu'on peut réduire le résumé de la faucheuse à plusieurs grandes questions, qui est en fait qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes à un certain nombre d'individus le pouvoir de donner la vie et la mort. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes le pouvoir à des individus qui restent quand même humains de se prendre pour Dieu, de jouer Dieu? Et que se passe-t-il lorsque la mort n'existe plus? Est-ce que la vie peut vraiment avoir du sens sans mort? Franchement, je l'ai écouté en audio, mais il était tellement bien que j'ai déjà hâte de le relire en papier pour pouvoir l'annoter. Mais alors, si vous saviez, j'ai tellement hâte. Et franchement, j'ai tout aimé dans ce livre parce que, comme j'ai dit, tout était maîtrisé. J'ai aimé la symbolique qu'il y avait, j'ai aimé les parallèles qu'il y avait, surtout les parallèles religieux que j'ai trouvé absolument incroyables. J'ai aimé les détails, j'ai aimé le world building, la manière dont le monde était organisé, comment la communauté de faucheurs était organisée et les miroirs qu'il y avait avec notre propre société. Les retournements de situation, les actions, les personnages, c'est clairement tout ce que je recherche dans une dystopie. Et en ce qui concerne les personnages, ils étaient absolument tous intéressants, ils avaient tous un rôle très précis à jouer, et je pense que les personnages les plus attachants, en fait ils sont tous hyper intéressants, les personnages de leur propre manière. Par exemple Citra, elle est hyper intelligente, Rowan c'est plus le personnage moralement gris, après t'as le maître Faraday et Marie et la faucheuse Marie qui sont là un peu pour être les guides, la sagesse, etc. Le personnage de Grayson aussi qui est juste incroyable. Clairement le deuxième tome qui s'appelle Thunderhead, c'est je pense que ça va être le meilleur deuxième tome que j'ai lu de toute ma vie. Et la création même du personnage du Thunderhead est juste incroyable. Clairement je pense que je pourrais passer une vidéo en entier à vous parler du Thunderhead, de sa symbolique, de ce qu'il représente, parce que plus j'avançais en fait dans la trilogie et plus je me disais mais je pense que la création du Thunderhead par Neal Shusterman, c'est le meilleur truc qui ait pu avoir lieu c'est la meilleure chose qu'il ait pu créer. Et clairement, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ce personnage, mais c'est devenu un personnage coup de cœur, alors que c'est même pas une personne physique mais une intelligence artificielle. Mais bon bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais partir en fangirling sur l'invention qui est le Thunderhead. Mais bref, je suis trop contente d'avoir découvert cette trilogie, ça a été un énorme coup de cœur. Si vous hésitez, eh bien n'hésitez pas, foncez, lisez La Faucheuse parce que c'est absolument génial. J'ai hâte de lire les
les autres livres de Neil Shusterman parce qu'il a écrit d'autres choses. En plus il y a un recueil de nouvelles qui va sortir dans l'univers de la faucheuse, donc je suis clairement refaite. Mais franchement allez-y, foncez et ouais, vous ne serez absolument pas déçus. Et bien évidemment vous vous en doutez, mais sur toute la trilogie j'ai mis 5 étoiles parce que énorme coup de cœur. Donc franchement globalement j'étais très contente des lectures que vous m'avez proposées, parce que soit c'était des lectures que j'avais très envie de lire, soit c'était des lectures dont j'entendais beaucoup parler mais que j'étais assez frileuse. Mais finalement il y a eu quand même pas mal de bonnes surprises parce que ça a été des découvertes plutôt positives. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais surtout la découverte de la faucheuse, enfin je pense que je l'aurais pas lu maintenant si ça avait pas été vous qui me l'avez recommandé. J'aurais certainement procrastiné et je l'aurais repoussé, alors que j'étais trop heureuse de le lire. Vraiment ça m'a mis dans un état de joie de lire la faucheuse. Je l'ai recommandé à absolument tout le monde autour de moi. Je ne faisais qu'en parler à tel point que j'allais faire chier ma mère et que j'arrêtais pas de lui en parler. Enfin bref, voilà, ça m'a mis dans un état de joie incroyable. Donc merci beaucoup pour ces recommandations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, etc. Et moi je vous fais de gros bisous. Et non, bah non, je vous fais pas de gros bisous tout de suite, puisque si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimeriez que je refasse une vidéo de ce type avec des livres que vous me recommandez. Moi j'ai trop kiffé cette expérience. Mais du coup, gros bisous maintenant et à la semaine prochaine.